Bien. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, merci beaucoup. Merci à la régie. Nous voici pour cette seconde table ronde du 53e congrès Mobile Impulse. La question qui nous anime, mobilité et enjeux territoriaux, comment renouveler les approches grâce aux innovations technologiques? On verra qu'on va faire mentir un peu le titre, les innovations ne sont pas que technologiques. Alors pourquoi cette question est centrale? Bien, parce que les mobilités, vous le savez évidemment, elles sont au croisement de trois grandes tensions. L'urgence climatique, ça a été largement évoqué lors de la précédente table ronde. L'urgence sociale, se déplacer, ce n'est pas un luxe. Et puis une urgence financière, car évidemment, et ça aussi ça a été évoqué, eh bien, le modèle économique actuel des transports publics est mis à rude épreuve. Donc, face à ça, une conviction, l'innovation, elle ne peut plus être seulement technologique, on en parlera malgré tout évidemment, elle doit être aussi organisationnelle, sociale, territoriale, elle doit être pensée à toutes les échelles, du centre urbain au territoire peu dense, et puis elle doit être insufflée à toutes les étapes du projet. Pour en parler, j'ai la chance d'accueillir trois invités, trois regards parfaitement complémentaires. Nicolas Portier, vous êtes professeur affilié à l'école urbaine de Sciences Po et président du Cercle pour l'aménagement du territoire. Vous aviez d'autres fonctions précédemment dont vous nous direz un petit mot. Annabelle Ferry, vous êtes directrice territoire et ville du CEREMA, les CEREMA qu'on connaît bien, établissement public, qui accompagne donc les collectivités territoriales dans leurs projets de mobilité, du diagnostic jusqu'à l'exploitation. Et enfin, à côté de moi, Fanny Arave, avec plusieurs casquettes, UNSA ferroviaire, conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Et je crois que vous vivez une actualité assez tendue, chargée. Donc merci d'être avec nous. Et puis vous êtes également économiste et urbaniste. On fait un premier tour de table pour faire un peu le point sur ce sujet qui est vaste. On va démarrer avec vous, cher monsieur Nicolas, puisque vous êtes en totale minorité. Non, voilà. On parle beaucoup d'innovation, mais sur le terrain, le vrai défi, c'est souvent le même, c'est faire fonctionner la mobilité du quotidien. Quels sont, selon vous, les principaux points de blocage? Et peut-être quelques exemples d'innovation qui permettraient de les dépasser. Et vous allez nous dire un mot sur votre expérience, vos expériences précédentes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Oui, j'étais auparavant, maintenant je me consacre à mes cours, à mes travaux de recherche, d'études sur les enjeux de planification écologique et de stratégie territoriale. Mais je me suis longtemps occupé d'intercommunalité pendant une vingtaine d'années et j'ai vu quand même progresser à la fois le mouvement intercommunal, l'organisation, je dirais, de nos bassins de vie, monter en puissance les enjeux de mobilité dans les territoires, de dépassement de ce qu'étaient les compétences des intercommunalités, donc les agglomérations, les métropoles. Maintenant, depuis la loi LOM aussi, les communautés de communes ont pu devenir autorités organisatrices, et l'élargissement de leur spectre, avec des grands progrès, parce que souvent on se plaint de notre pays, mais enfin quand même on fait des progrès sensibles, même considérables. Et c'est vrai qu'on a un peu révolutionné quand même les mobilités, totalement revisité les transports, les modes lourds, équipé nos villes d'infrastructures performantes, de tramways, de métro. Enfin, on a complètement changé de monde. Et puis développer, déployer des nouvelles offres, et de plus en plus on raisonne intermodalité. Et bien sûr, le numérique est d'un complément, d'une utilité, un auxiliaire indispensable. Et ça, je dirais que c'est un peu la phase 2, prise en main de ces compétences à des échelles qui se sont élargies, puisque les intercommunalités ont fusionné. J'en dirai deux mots parce que c'est très important, parce qu'on a beaucoup progressé sur les transports intra-urbains, les offres sont innombrables, multimodales, et on a d'autres enjeux qui sont aux périphéries des villes, dans le dialogue entre le périurbain et la ville. Et il faut le savoir que la croissance démographique française s'est déversée dans le périurbain. C'est-à-dire que, en termes, depuis 40 ans, ce sont les secteurs qui ont le plus cru en termes de population. Et nous avons des sujets importants de gestion de ce que j'appelle un peu le mismatch entre logement, transport, emploi. Et donc là, un triangle compliqué. Et en termes de captation et de report modal des mobilités sur des solutions collectives, décarbonées, des regroupements optimisés, là, on a bien sûr des défis. Alors sur le numérique, j'ai vu le numérique progresser, au départ avec un peu des effets d'apprentissage. On a changé de monde en une dizaine d'années en termes de disponibilité, surtout les usages. Bien sûr, tout ce qui est billettique intégré, que ce soit en Bretagne, il y a toujours des pionniers, mais on a quand même dans à la fois le dépassement du cloisonnement des différents types de mobilité, donc dans l'intermodalité, mais ensuite dans la coordination des autorités organisatrices,
la région qui a renforcé ses responsabilités, va le TER, on le voit encore, chef de file des mobilités, coordination aussi avec les liaisons longue distance. On a beaucoup progressé, bien sûr, dans tout ce qui est intégration numérique, billettique, horaire, solutions de stationnement. Donc, en effet, toute la chaîne de mobilité quand même a beaucoup progressé grâce à des infrastructures, hein, ce qui coûte cher, ça sera le propos de Madame Arave, mais également des applications qui permettent de trouver des solutions, d'organiser un petit peu une visibilité pour l'usager dans les différents types de mobilité. Alors là, je parle essentiellement du déplacement des personnes. Je pense que ce qui est aujourd'hui à structurer en émergence, c'est la question du transport de marchandises. Je vois bien dans mes travaux sur la planification écologique, il faut le savoir, les mobilités, c'est aujourd'hui ce qui progresse le moins en termes de décarbonation. Il y a un effet rebond, et d'ailleurs c'est un petit questionnement que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que plus on fluidifie par des infrastructures ou par des solutions intelligentes, et notamment numériques, plus on a tendance à, par rapport à la table ronde de tout à l'heure, à augmenter la demande, d'augmenter les flux. Alors le numérique, on le voit, avec des phénomènes paradoxaux de désoptimisation. D'éclatement des flux numériques, on le voit avec la révolution du commerce accélérée par la crise Covid, l'éclatement des flux, et même là où on pense, par exemple, que le télétravail va abattre du déplacement, va supprimer les déplacements contraints et subis, c'est pas si évident. On pense aussi qu'on peut optimiser les temps sociaux, par exemple, les horaires en décalant, notamment parce qu'il y a les sujets de gestion des congestions urbaines. Le déploiement du numérique nous fait pas beaucoup gagner de part de marché en termes de report, d'optimisation temporaire des usages de la ville. Donc il ne faut pas non plus surestimer, les effets d'optimisation parce qu'ils sont parfois grignotés ou contrebalancés par d'autres problématiques. Alors je vais parler de logistique, parce que sur la logistique, je pense que c'est un sujet que les agglomérations sont en train de petit à petit, avec des nouvelles applications qu'ont développé la Banque des Territoires, la Poste, comme Urbi, qui se déploie dans beaucoup de grandes métropoles, qui permettent d'optimiser des flux logistiques. Ça, c'est très notamment le dernier kilomètre, qui est vraiment un vrai sujet dans les centres de mutualisation de la logistique urbaine, qu'on commence à voir apparaître, ce qui nécessite bien sûr de passer par l'optimisation numérique, c'est-à-dire quelles sont les capacités, quels sont les stocks, quelles sont les disponibilités à tout endroit, comment on fait des éclatements de flux, comment on utilise en effet pour décarboner ce dernier kilomètre, le rendre aussi plus doux, plus silencieux, etc. Ça nécessite là aussi des solutions numériques avancées, ça nécessite aussi des infrastructures matérielles, donc je n'oppose pas l'un à l'autre. Il faut éviter une illusion totalement immatérielle par le numérique dès qu'on parle de transport. Ces questions logistiques sont considérables. On a à peu près 350 000 milliards de tonnes-kilomètres à traiter. Et là, les progrès en termes de décarbonation, d'optimisation sont un peu devant nous. On voit tous les grands opérateurs, c'est des enjeux de souveraineté bien sûr, tous les grands opérateurs s'intégrer du début à la fin jusqu'au dernier kilomètre. Donc il y a une révolution en cours. Les villes commencent en effet à dialoguer, à essayer d'organiser ces flux. Mais là, je pense qu'on est un peu la phase 2 de cette reconquête des maîtrises territoriales, je dirais, des flux de mobilité, qui sont un enjeu bien sûr considérable, qui ont été quand même, je le rappelle, à l'origine des Gilets jaunes. C'est la seconde vague de quasi-gilets jaunes qu'on a sur les zones à faible émission, parce que les villes sont exposées quand même à des condamnations en Europe de non-respect de nos seuils réglementaires sur tout ce qui est pollution, que ce soit pollution de l'air, mais aussi maintenant, je voyais au lac d'Annecy, des pollutions de l'eau, du lac, par l'érosion, tout ce qui est pneus, etc. Donc ce sont des sujets extrêmement sensibles qui vont représenter aussi des coûts importants d'infrastructures. Et c'est vrai que le numérique peut apporter, on le voit quand même dans tout ce que j'ai dit, on le voit un peu partout. Au départ, c'était en Bretagne, mais on le voit dans beaucoup de villes. Et maintenant, on commence à voir, et c'est une bonne nouvelle, et je vais m'arrêter là, mais on commence à voir aussi un emploi plus diffus, plus présent, du numérique dans la ruralité, dans les espaces périurbains, où on commence à voir des applications. C'est une bonne nouvelle parce que longtemps c'était un peu un grand désert pour optimiser, trouver des solutions de covoiturage, pour répondre aux problèmes de mobilité, d'accès à l'emploi qu'on peut avoir dans les zones de faible densité, qui sont très difficiles à desservir avec des infrastructures lourdes, avec des transports collectifs. Donc il faudra beaucoup d'intelligence numérique pour arriver à trouver des solutions de mutualisation des déplacements dans les zones de faible densité. Alors, juste peut-être avant de passer la parole et de faire circuler la parole, est-ce que vous auriez peut-être quelques exemples à nous donner sur cette fameuse décarbonation du dernier kilomètre, très concrètement ?
Justement, avec les combinaisons, les solutions offertes par exemple par Urbi, par les logisticiens, par la Poste, etc., c'est d'essayer d'aller vers des véhicules utilitaires légers électriques, c'est d'aller sur du vélo cargo. Alors d'abord, c'est beaucoup plus doux en termes de mode, c'est beaucoup moins agressif. Après, ça doit se combiner avec des solutions de stationnement. Enfin, dans les cœurs urbains, on voit de plus en plus de places réservées, parce que tout ça occupe de l'espace. Après, on a un vrai sujet d'optimisation des flux, parce que tous ces modes de transport sur la voie publique commencent à être un petit peu en concurrence, hein, que ce soit l'essor des mobilités actives, que ce soit les nouvelles mobilités plus originales, qu'on voit aussi trottinettes, etc. Parce qu'on a eu à un moment donné beaucoup d'anarchie dans ce qu'on a appelé le free floating, etc. Donc on voit bien qu'il y a une tendance à remettre la main, et c'est à mon avis une bonne chose. C'est pas soviétique que d'avoir des autorités organisatrices qui quand même mettent un peu d'ordre dans ces jungles. À un moment donné, on avait les dark stores qui commençaient à arriver un peu n'importe comment, etc. Donc c'est important d'arriver à avoir quand même des règles du jeu dans les plans de mobilité qui sont de plus en plus pensés, en plus, c'est un autre progrès en lien avec les plans d'urbanisme, les plans d'habitat, etc. Parce qu'on voit bien qu'il faut penser tout cela ensemble dans l'aménagement de l'espace. Et donc on a quand même des progrès sur ce dernier kilomètre. Mais est-ce qu'on progresse assez vite par rapport aux enjeux ? Il ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de vacances commerciales dans les villes, toute une partie du commerce physique est en train de souffrir, ce sera plutôt du service en pied d'immeuble demain. On a vraiment une progression fulgurante des colis. Les affaires Chine sont emblématiques, hein, mais c'est tellement c'est caricatural, mais enfin c'est un peu partout. On y succombe tous. Ça transforme beaucoup de choses, y compris la gestion des déchets que je n'ai pas encore évoqué, mais c'est vrai que les flux dans la ville, c'est aussi des modes lourds, c'est aussi des utilitaires, c'est aussi des services de transport des patients, des malades, c'est la collecte des déchets. Là aussi, il y a pas mal d'innovations sur les camions de collecte des déchets ménagers, des biodéchets. Demain, un enjeu, ça sera également d'optimiser tout ce qui est filière des matériaux de construction sur les chantiers. Et donc on a là aussi des solutions qui peuvent être optimisées, on peut citer un certain nombre d'exemples, hein, par le numérique, de solutions pour massifier des flux, arriver à mieux organiser les horaires de passage, les itinéraires de passage, les lieux de dépôt. Et donc je crois que tous ces flux à organiser dans les villes vont beaucoup bénéficier du numérique, avec juste ce petit bémol, c'est que le numérique aussi stimule de la demande, stimule des déplacements, vous avez des effets d'Instagram, c'est intéressant, il y a des nouveaux travaux numériques qui montrent à quel endroit se retrouvent les gens à toute heure du jour, de la semaine, etc. Et c'est assez passionnant à voir. Les modes de vie changent beaucoup. On est quand même dans une société d'hypermobilité. Et même si on abat des déplacements contraints, les déplacements choisis compensent parfois les gains qu'on peut connaître d'un côté. Certes. On va à présent entendre votre voisine Annabelle Ferry. Alors évidemment, hein, quand on parle d'innovation, on a à l'esprit le digital, l'IA. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous avez insisté sur le fait que l'innovation ne doit pas être que technologique, elle est aussi sociale, méthodologique, organisationnelle, et puis elle doit être non seulement pensée à toutes les échelles du projet, mais aussi à toutes les échelles des territoires. Et là, c'est vraiment votre cœur d'expertise. Comment, selon vous, ça se traduit ? Oui, il faut bien le rappeler, parce qu'effectivement, je pense que là, on arrive à un point de maturité sur certaines innovations technologiques et numériques. Et comme vous disiez, maintenant, il va falloir les employer à bon escient, entre guillemets. Maintenant, on a tout testé, hein, que ce soit sur la collecte de données, que ce soit sur la gestion du temps réel, que ce soit sur la gestion des stationnements, la gestion des flux, etc., etc. On a vraiment des innovations qui concernent tous les aspects, en réalité, de la mobilité, que ce soit de la conception à l'exploitation, et que ce soit également dans le développement de nouveaux modes, également, de transport, en lien justement avec de nouvelles énergies et une nouvelle manière de les réguler. Donc ce point de maturité auquel on arrive à présent, il faut le reconfronter justement à la réalité territoriale et la réalité tout d'abord des besoins, et des besoins des usagers, qu'il ne faut bien sûr pas perdre de vue. En réalité, aujourd'hui, on était parti sur les mobilités, on innove avec le numérique, etc., pour un meilleur service, on va dire mobilité par mobilité. Ça nous a permis aussi de développer la multi
modalités. En réalité, c'est ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est toujours le même. C'est toujours, en France en tout cas, l'accessibilité, la desserte des territoires. Et je pense notamment aux territoires les moins bien desservis à l'heure actuelle. Et donc, ces territoires qui sont aujourd'hui dépendants, bien sûr, de la voiture thermique, essentiellement. Donc, c'est aussi le sujet de la décarbonation, bien sûr, des transports au sens large, y compris dans le domaine du fret et de la logistique. C'est aussi le sujet de l'amélioration de la qualité de l'air, du cadre de vie, d'espaces publics aussi partagés et agréables, etc., etc. Donc ces impératifs-là, ils sont aujourd'hui toujours ce qui doit guider justement les projets de mobilité. Et le petit changement supplémentaire, c'est l'accélération du réchauffement climatique. Donc, ce qui touche à la fois les infrastructures, qui touche aussi les humains, période par exemple de vagues de chaleur, on doit vraiment adapter les transports ou les déplacements, donc ça pose aussi la question des déplacements obligatoires, non obligatoires et comment on peut les reporter. Donc tout ça entre en ligne de mire, et donc comment justement, on va dire, les innovations au sens large peuvent permettre de répondre à ces questions. Je ne vais pas pouvoir développer l'ensemble du spectre, évidemment, dans ces quelques minutes. Mais de répondre de solutions à toutes ces problématiques, je suis très déçue. C'est ça. En tout cas, peut-être, pour démarrer justement le débat, peut-être 3 éléments. Déjà, le premier, c'est que, et ça, c'est déjà la tendance de ces dernières décennies, c'est de ne plus penser d'un côté infrastructure et de ne plus penser service, évidemment, de l'autre. Bien sûr, c'est de les penser ensemble, de manière totalement intégrée, ce qui suppose aussi toujours des innovations en matière de gouvernance, de financement, d'organisation, etc. L'autre aspect, bien sûr, c'est aussi l'aspect, on va dire, grand projet, parce que c'était aussi un des débats. Est-ce que les innovations, c'est que pour les grands projets? Non, évidemment, les innovations, ce n'est pas que pour les grands projets, même s'ils permettent aussi de tester, on va dire, des innovations technologiques, organisationnelles, etc. C'est pour toutes les échelles de projets. Et que ce soit justement dans la réorganisation d'un cœur de ville, on travaille notamment au CRMA avec la NCT sur la réorganisation des villes Action Cœur de Ville, que ce soit pour on va dire en secteur périurbain, que ce soit pour organiser justement des trajets domicile-travail, etc., que ce soit pour la mise en place justement des nouveaux services express régionaux métropolitains, ça peut être évoqué aussi précédemment, que ce soit encore pour une ligne de tramway, etc., etc. Tous ces projets nécessitent des innovations pour pouvoir à la fois être combinés ensemble, mais aussi pour pouvoir répondre aux besoins, à l'usage précis d'un territoire, de ses habitants, puis de sa dynamique économique et sociale. On pense aussi, bien sûr, derrière, aussi à la démographie, évidemment, aux besoins aussi des personnes de manière plus spécifique. Donc aussi, c'est l'accessibilité dans toute sa chaîne. Donc vraiment, c'est l'ensemble de la chaîne des projets, et puis bien sûr, c'est l'ensemble des échelles territoriales. Il n'y a pas que les métropoles d'un côté, et puis les territoires ruraux de l'autre. On en parlait tout à l'heure, et Nicolas Portier le citait aussi. Aujourd'hui, le besoin d'innovation, il répond, et il peut permettre de répondre davantage justement là où on a des défis en France, c'est-à-dire dans les territoires peu denses. Le but, c'est vraiment d'amener des mobilités sobres, efficaces, accessibles au plus grand nombre, et on a plein d'exemples qui se développent, et on va pouvoir aller plus loin. Justement, le transport à la demande a pu se réorganiser finalement grâce au numérique, grâce justement au développement d'applications, du temps réel, etc., de pouvoir réguler selon la demande qu'on aura pu observer, puisque c'est des pratiques qu'on avait avant justement dans les milieux ruraux, faire du stop, s'organiser entre nous, mais voilà, le lien social s'étant un petit peu distendu, c'est vrai que là, la technologie vient nous aider à pouvoir répondre à ça, et puis bien sûr innover sur plein de modes de transport, sur comment on réutilise aussi les anciennes lignes ferroviaires pour mettre des modes innovants qui permettent justement des dessertes fines, parce qu'on a pu les observer et collecter de la donnée grâce au numérique, etc. Je ne peux vraiment pas tout développer, mais en tout cas, voilà, penser à toutes les échelles, tout type de projet, et bien sûr des innovations, pas que technologiques, mais aussi sociales, organisationnelles et en termes de financement également. Peut-être juste un petit mot sur le concept de place libre dans les véhicules. Alors évidemment, moi j'ai mon ADN journalistique. Quand vous parlez de faire du stop, j'ai fait entrer l'accusé qui me vient tout de suite à l'esprit. Mais apparemment, il y a des solutions beaucoup plus sécures qui existent. Donc on en a parlé en préparant cette table ronde. C'est quoi cette notion de place libre dans
En fait, si on veut justement rendre les mobilités plus sobres et puis plus efficaces, quel que soit le mode d'énergie qui a été utilisé pour répondre aux besoins, c'est de savoir effectivement dans chaque véhicule, hein, quelle que soit sa taille d'ailleurs, quel est le nombre de places libres. En fait, c'est des places en fait qui sont payées entre guillemets, qui sont payées par, on va dire indirectement par la société et qu'on n'utilise pas. Et donc le numérique nous permet justement, que ce soit dans du covoiturage, que ce soit dans du transport à la demande, que ce soit dans un bus ou dans un train, de savoir combien on a de places libres et de pouvoir prédire aussi combien on en aura et comment on remplit. D'ailleurs, la SNCF a bien compris comment mieux remplir les TGV à l'heure actuelle. Vous verrez qu'il n'y a quasiment plus une place libre grâce à une politique tarifaire en réalité. Donc la solution, elle était tarifaire pour pouvoir justement rentabiliser ces places et voilà, tout le monde en est bien content. Donc c'est dans le sens là. Vous m'offrez une transition parfaite, puisque on en vient à vous, Fanny Arav. Alors évidemment, on peut avoir les meilleures idées d'innovation possible. Financièrement parlant, évidemment, il faut que ça se fasse, il faut que ce soit faisable. Comment est-ce qu'on peut justement innover sur cette question du financement ? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Innover dans le financement, c'est peut-être aussi innover dans qu'est-ce que l'on met derrière le terme de valeur économique. Déjà reprendre à la base, qu'est-ce que l'on mesure, donc on se place. Alors j'ai forcément un petit peu en arrière-plan toutes les méthodes d'évaluation de politique publique, des évaluations dites socio-économiques, des externalités, etc., où on met de la valeur sur quelque chose et on le mesure, une situation de référence, une situation de projet. Donc déjà, dans quoi on plaît la valeur, et même dans la façon de financer, de budgéter un projet, on se rend compte qu'il y a un petit peu aujourd'hui un impensé dans les politiques publiques qui est celui de la modernisation, où il y a des nouveaux enjeux, et donc il faudrait faire des nouvelles lignes budgétaires. Aujourd'hui, on a la rénovation ou régénération, suivant ce qu'on préfère, et donc les projets de développement, on fait quelque chose, et cette notion un peu intermédiaire de comment on modernise l'existant en l'upgradant, quelque chose qu'on connaît très bien dans le numérique, on a régulièrement des mises à jour de nos logiciels ou autres, c'est quelque chose qu'on a un petit peu du mal à saisir aujourd'hui d'un point de vue véritablement financier. Parce qu'il n'y a pas véritablement une création de valeur, création d'offres véritablement nouvelles, mais c'est plus un confort de l'existant, une assurance de l'existant. Et donc c'est vrai qu'il faut arriver à attraper cette valeur-là, et aujourd'hui on n'a pas forcément les outils de le mesurer. Autre sujet qui reprend un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est la question de l'adaptation climatique. Aujourd'hui, elle se fait un peu au fil de l'eau, parce que nous n'avons pas non plus une ligne budgétaire spécifique, valorisons, prenons en compte directement l'adaptation au changement climatique. Or, le dérèglement climatique provoque un vieillissement du réseau ferroviaire, des ouvrages d'art, notamment des ouvrages en terre. Alors déjà, on avait un réseau un petit peu vieillissant, je pense que vous le saviez, mais on a une accélération de ce rythme-là, de vieillissement des réseaux. Donc, comment on fait pour valoriser des agences là aussi préventifs, pour dire que non, il n'y aura pas forcément du mieux, mais il y aura du moins pire. Donc là aussi, il faut pouvoir l'attraper au niveau conceptuel et l'attraper au niveau outillage véritablement socio-économique. Or, on se rend bien compte des problématiques que ça peut avoir. On a eu récemment les accidents de la baie de la Maurienne. On a bien vu l'arrêt de l'économie qui s'est produit dans toute cette zone. Mais comment on peut le retraduire effectivement en termes d'outils pour pouvoir faire des investissements de prévention? On y arrive dans des investissements nouveaux. J'ai un exemple du côté de Nîmes où on a fait un ouvrage d'art qui tenait compte véritablement de l'augmentation des phénomènes de plissévenol et qui permettent d'aider à rediriger l'eau sur le bassin hydraulique, cette réflexion. Mais c'est des réflexions qui ne sont pas simples parce qu'elles demandent là aussi d'élargir le périmètre, le bassin hydrique par excellence, donc de pouvoir penser effectivement à un environnement beaucoup plus large que celle du réseau de 150 mètres autour de la voie ferroviaire. Et je pense que c'est une des grandes nouveautés aussi d'innovation. On dit ça vient un peu à un mot valise, mais il est très vrai d'avoir une vision systémique sur les projets. Donc il y a effectivement ce problème de dérèglement climatique, mais on peut avoir quelques outils là aussi. Il y a d'autres secteurs qui font des innovations qu'il faut savoir capter. Alors je m'étais intéressée au secteur de l'assurance. Les réassureurs, les actuaires ont modélisé le GIEC et l'ont traduit en termes de sinistralité. Ils font des simulations extrêmement intéressantes. Donc finalement, le coût de l'inaction, on l'a. Un assureur est capable de vous dire 2030, 2050, là ça va nous coûter tant, et de mettre même de prévoir des zones noires avec des vrais risques assurantiels. Mais en tout cas, on peut avoir cet outil qui a tout autant de valeur que d'autres estimulations que l'on peut faire. Donc une des solutions d'innovation serait effectivement de mettre dans ce qu'on appelle la situation de référence, c'est-à-dire d'ici 30 ans, quand on veut faire un projet
Qu'est-ce qu'on prend comme pour voir qu'est-ce qu'on a fait progresser, pas progresser, mais non pas prendre aujourd'hui quelques changements, mais de dire non, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'un peu plus de vieillissement supplémentaire, c'est aujourd'hui avec une vraie dégradation et des risques, et des vrais risques de sinistralité. Donc, ce qui te permet effectivement de mieux prendre compte et de mieux valoriser des investissements de prévention. Donc là, on a des notions qui sont assez importantes. Et de voir un petit peu ces échelles de temps ces échelles de périmètre, parce que c'est effectivement très territorial, ces notions-là. Donc, on peut avoir également des évolutions donc, dans les barèmes de socio-économique, les dites externalités. Il y a un sujet que je trouve qui est assez significatif et qui rejoint des éléments de sociologie, qui sont la valeur du temps. Aujourd'hui, la valeur du temps, pour un trajet, selon qu'on soit en motif professionnel, CSP+, ou dans un RER, c'est x2. Mais dans l'autre sens. Hein. Donc, ça dit beaucoup, finalement, de quelle valeur on donne à un projet, à un transport, et ce à quoi il doit répondre. Donc, c'était intéressant et dans le cadre conceptuel de l'époque, c'est tout à fait adapté. On était dans une logique de concurrencer l'aérien, de pouvoir faire du transfert modal, de faire nation en faisant des grandes LGV. C'est tout à fait logique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos enjeux sont ceux-là? Donc, c'est comment on adapte effectivement l'ensemble de nos outils aux enjeux d'aujourd'hui, qui sont peut-être pas d'aller le plus vite possible, mais d'avoir une offre qui soit robuste, qui soit fiable. Et on se rend compte que, notamment pour des placements du quotidien, les personnes finalement ont le plus besoin d'avoir un train à une heure qui soit particulièrement fiable, ce sont ceux qui sont soumis à badger à des horaires fixes. Un cadre supérieur, j'arrive 5 minutes en retard, on voudra un petit peu que ça se répète, mais les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc finalement, c'est comment on relie des besoins sociétaux, des besoins de déplacement, mais aussi vraiment des besoins sociaux à nos outils d'évaluation. Donc là aussi, il y a un autre axe un petit peu de retravail sur nos outils de mesure. Et puis un autre axe que je trouve assez intéressant et que je découvre, hein, donc là je ne me placerai pas en experte, mais je trouve qu'il y a des choses à tirer là-dessus, c'est tout ce qui se passe autour de la comptabilité écologique. Où effectivement on commence à avoir, c'est des travaux qui sont faits pas la chaire, de comptabilité écologique, où il y a beaucoup d'ingénieurs agro, mais également des économistes, ou de voir comment on peut, avec cette logique d'impact, de prendre en compte directement les effets environnementaux, non pas en effet autres que financiers, mais les rentrer dans la valeur d'actifs et les rentrer dans le financier, dans le bilan. Donc je pense que là, il y a des choses assez intéressantes. Pour l'instant, c'est exploratoire, mais il commence à avoir des expérimentations d'application sur les collectivités territoriales. Je pense que là, il y a peut-être des choses effectivement qui sont intéressantes. Alors pour autant, effectivement, tout ce qui est innovation technologique est important. Dans le ferroviaire, c'est important, on en a, qui sont porteuses de valeur. Et là aussi, avec des logiques de différenciation de périmètre. Je pense que tout ce qui est commande centralisée du réseau, ERTMS, c'est comment commander mieux à distance et faire passer plus de trains sur la même ligne, sans forcément faire une ligne supplémentaire, mais avoir la possibilité de passer plus de trains, parce qu'on peut réduire l'espace entre eux, mais avec tout autant la fiabilité et la sécurité. Bien sûr, ça reste quand même l'élément le primordial, malheureusement l'actualité nous le rappelle. Donc, mais on peut jouer effectivement sur ces périmètres. On a des innovations qui sont faites bien évidemment sur le matériel roulant, mais ça je pense que d'autres vous en parleront mieux que moi sur comment on peut moins consommer d'énergie sur le matériel roulant. Si. Donc on a tout un ensemble, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites effectivement sur comment on articule finalement l'exploitation, le ferroviaire et comment on arrive mieux à gérer. Donc là c'est des éléments très de technologie et de périmètre. Et puis il y a des innovations qui sont liées au mode de gouvernance. Donc l'homme a permis effectivement créer des AOM par défaut, de limiter, de faire des choses importantes. Mais je pense qu'il y a encore un saut à faire pour pouvoir vraiment réfléchir en termes de bassin de vie, parce que les bassins de vie dépassent parfois les périmètres des AOM, donc on a des vraies problématiques de coordination. On se rend compte qu'il manque parfois des petits périmètres de coordination. Les régions se sont emparées du transport ferroviaire, et très bien, parce qu'elles l'ont revitalisé, on sent qu'on en fait un vrai enjeu politique, et le transport est aussi un enjeu politique. Mais on a maintenant des difficultés à aller d'une région à l'autre, à coordonner. Une telle région peut se dire mais pourquoi je ferais une correspondance au TGV? Moi, ça ne m'intéresse pas, mon besoin est tel. Et il n'y a pas de vérité. Donc il y a nécessité d'arbitrage qui soit sur des éléments de collégialité et partagé. Et il manque parfois cette instance un petit peu de gouvernance qu'on pourrait avoir sur les services publics. Autre élément, ça a été également un peu, je retrouve dans ce qui a été dit, c'est qu'on ne peut pas séparer le transport de son territoire et de ce quoi il est fait. On ne se déplace pas pour le plaisir de se promener. C'est forcément lié à des politiques de logement,
des politiques d'aménagement du territoire. J'avais regardé à un moment le transport scolaire, et j'avais été quand même assez interloquée par le temps de transport scolaire. Et finalement, le truc qui serait plus efficace, mais ça serait de redéployer des services publics d'écoles maternelles et primaires. Ce n'est pas forcément le transport en lui-même. Donc voilà, il faut effectivement comment mettre parfois en coordination des logiques de transport. Le lien transport-logement, c'est la même courbe d'utilité. Malheureusement, on le voit, on a accepté finalement, notamment dans les grandes métropoles, des tarifs, des prix de l'immobilier extrêmement élevés parce que le transport ne l'était pas, ce qui rend d'autant plus difficile de maintenant de créer des réajustements. Donc voilà, il y a vraiment un besoin d'avoir cette vision assez élargie et d'adapter nos outils de lecture, mais aussi programmatiques, à cette vision un peu plus élargie. Alors on comprend que le sujet est extrêmement riche et on balaye énormément de thématiques. Ce que je vous propose peut-être, c'est de refaire un petit tour de table pour rebondir ou compléter votre propos. Et puis ensuite, on prendra des questions de la salle. Donc vous pouvez d'ores et déjà réfléchir aux questions que vous allez poser à nos intervenants. Nicolas Portier, peut-être tout d'abord. Alors on va lui passer le micro, pardon. Elle ne veut pas lâcher le micro. Est-ce que vous souhaitez compléter votre propos, rebondir sur ce qu'ont dit vos prédécesseuses ? Non, c'était... pour illustrer, pour aller dans le sens, je peux chercher ce qui nous différenciait, mais je crois que là, on est bien d'accord. Surtout sur l'élargissement des bassins. Alors, c'est en train un peu de se faire avec les contrats opérationnels de mobilité prévus par la loi LOM, qui ont mis du temps à décoller, et puis qui vont rapprocher les autorités organisatrices qui sont installées, notamment dans le milieu rural. Parfois, les régions ont demandé aux communautés de communes de ne pas prendre la responsabilité. On verra ce que feront les régions. Parce que voilà, il y avait une subsidiarité dans la loi. Les communautés de communes avaient le choix de prendre la compétence d'organisation. À défaut, la région se substituait. Et certaines régions étaient un petit peu intimidantes pour dire « touche pas à ça, c'est mon job ». Bon. Sans polémique, l'idée, en tout cas, c'est d'essayer de rapprocher les niveaux. Ce qui m'intéresse, moi, d'ailleurs. Voilà, je suis encore fait partie de ces naïfs qui pensent encore qu'on peut coopérer dans ce bas monde. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir en effet comment on essaie, comment région et intercommunalité travaillent ensemble pour avoir une espèce de complétude. Puis ensuite, les grands opérateurs nationaux, bien sûr, les enjeux du report modal, du faire x2, comme on dit, c'est-à-dire de doubler la part du ferroviaire, avec un débat sur quoi. Est-ce que c'est de la grande vitesse, avec des cadencements plus forts, ou est-ce qu'on remet sur des efforts qui sont quand même très coûteux sur des petites lignes. Si on le fait, c'est qu'il faut s'assurer qu'il y aura des passagers, parce qu'on en a fermé beaucoup, parce qu'il n'y a plus personne sur les petites lignes. Donc il y a des grands débats. Mais en tout cas, de mieux organiser les continuités sur des modèles comme ça s'est fait à travers ce qu'on appelle les syndicats mixtes SRU, où tout le monde se retrouve dans un outil qui permet de coordonner, d'avoir des systèmes numériques, des innovations intelligentes, pour avoir de la fluidité, de ne pas casser les chaînes de mobilité, des coordinations horizontales entre régions, entre intercommunalités, dans ces bassins de mobilité qui ont été dessinés à peu près partout dans les régions et qui commence à se traduire, je pense à la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui vient de signer tous ces contrats opérationnels. Pays de la Loire en avait signé un certain nombre. Il y a souvent une dimension innovation. On va diffuser vers ça, avec l'appui des régions, à mon avis, des outils numériques intelligents. Alors c'est là aussi l'intervention du public-privé qui m'intéresse, parce que c'est vrai que les plateformes, le numérique, ça répond pas à tout, ça exclut aussi. Donc un certain nombre d'agglomérations, je pense à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble, font aussi sur des publics particuliers, handicapés, sur des publics cécités, sur des publics qui sont en rupture avec le numérique, j'en suis pas loin, moi, à titre personnel. Non, mais aussi la fiabilité, la sécurité, des tiers de confiance. Qu'est-ce qu'on va faire de mes données ? Tout à l'heure, on parlait évidemment le monde nouveau, le Cloud Act et tout ça, où on pourra être débranché du jour au lendemain par les sympathiques plateformes monopolistiques. Donc il y a aussi ce sujet, c'est comment on crée quand même une chaîne de fiabilité. Il y aura la combinaison avec l'électrique, blackout espagnol. Donc on a des sujets, je ne veux pas ambiancer la salle avec de la dystopie affolante, mais c'est vrai que tout ça, la résilience, elle va être climatique, elle va être énergétique, elle doit être aussi numérique, parce que tout ça est fraudable. Entrée en crise Covid, moi j'ai vu comment tout le système informatique de Marseille, de la métropole ex-Marseille, était hacké, tout paralysé pendant 48 heures. L'agglomération de Chalon-sur-Saône de Sébastien Martin a été attaquée, à Charleville-Mézières, etc. Donc vous avez aussi dans tous les usages, pas que le transport, mais le transport bien sûr est quand même capital sur beaucoup d'enjeux de fonctionnement des territoires. Voilà. Alors je reviens sur les sujets
de périurbain. Je pense que les applications numériques, que ce soit le réseau Star à Rennes, là j'étais à Brest aussi, enfin maintenant c'est extrêmement performant, ça a progressé. Voilà, on sait même plus comment c'était avant. Tellement maintenant c'est fluide, facile, impressionnant de solutions, d'itinéraires balisés pour l'automobiliste Waze, etc. Enfin, il y a un certain nombre d'outils qui vont être combinés avec des règles, des nouvelles règles du jeu. Par exemple, un certain nombre de voies réservées ou interdites à l'autosolisme. Mais tout ça, là, les Français, je le tiens à le dire, sont dans toutes les enquêtes d'opinion, sont très engagés, très préoccupés de l'environnement. Mais il y a quelque chose sur lesquels ça ne progresse pas beaucoup. Il ne faut pas toucher à leur mobilité, à leur liberté de bouger. Donc voilà, il ne faut pas trop les chatouiller. On l'a bien sûr vu Gilets jaunes. Donc tout ce qui va être fait de manière un peu... Il faudra le faire à dose homéopathique, de commencer à réserver des voies, d'imposer du covoiturage, etc. Voilà, on a en tout cas une résistance sociale de toutes les catégories sociales, etc. Donc il faut trouver des solutions et surtout les assortir, donc des solutions acceptables, et les assortir de solutions alternatives. Ça, on l'avait compris tous avec les Gilets jaunes. Et c'est pareil sur les zones à faible émission que certains ont appelé les zones à forte exclusion. Bon. Et là, c'est beaucoup les territoires dépendants qui ont les congestions du matin, qui sont allés habiter plus loin à cause des prix de l'immobilier. L'emploi, non seulement s'est recentré dans les grandes conurbations, dans les centres urbains, mais en plus en périphérie des centres urbains. Alors ça, c'est ce que je montre dans mes travaux, c'est que l'emploi n'est plus dans les zones centres qui étaient bien desservies avec des réseaux radio, TER, voilà, qu'on arrivait à massifier. De plus en plus, c'est en périphérie. Donc vous avez, si vous voulez, un double mouvement qui s'est opéré, concentration de l'emploi dans les agglomérations, mais en péricentrale, quand même, dans ces agglomérations. Ce qui fait que vous avez tous les matins des déplacements, des congestions en rocade, etc., qui rallongent les temps de transport. Longtemps, on a dit que le transport, les distances étaient compensées par des gains de temps. Gains de temps par des infrastructures qu'on a surdimensionnées pendant toute l'époque. C'est moins vrai maintenant. Maintenant, les temps de transport, en termes de productivité, de qualité de vie, de fatigue psychique, tout ça, en effet, c'est un vrai sujet social. Et c'est là où, bien sûr, il faut trouver des solutions d'optimisation. Alors, sur la grande périphérie des villes, sur ce sentiment de France périphérique qui a eu un succès éditorial, même si les géographes la contestent, il y a en effet un effort vraiment d'intelligence collective, d'innovation, de réponse organisée, de solidarité, d'entraide, de sécurisation. Par exemple, revient le stop. Reviennent les mobilités actives. Dans les années 70, il y avait encore beaucoup de gens à vélo dans les campagnes. Maintenant, avec les vélos à assistance électrique, etc., bien sûr, tout le monde ne peut pas s'en payer. Donc, il y a aussi le libre-service. Voilà. C'était très bobo et urbain. C'est en train de gagner des territoires qui ont été totalement convertis à la voiture, qui en sont trop dépendants, avec tout ce que ça pose comme problème. Difficulté de changer de voiture, 11 ans et demi de moyenne, le parc. On a 40 millions de véhicules, mais beaucoup sont en train de vieillir très très vite, diesel, etc. Les gens se ruinent en réparation. Bon. Donc, il faut trouver des solutions intelligente, reposant sur beaucoup de solidarité, de coopération, d'entraide, mais aussi de fiabilité, c'est ce que je voulais dire. Mettre ses enfants sur du stop, aujourd'hui, voilà, il faut être sûr que l'endroit, le numérique peut donner des certitudes, que ça soit des gens agréés, que ça soit pas des... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc là aussi, il y a ces enjeux plus on va avancer dans ce monde-là, plus on voit bien qu'il va falloir sécuriser en contrepartie par d'autres innovations. Et malheureusement, je crois qu'on peut témoigner qu'il y a aussi des enjeux de sécurité sur l'autopartage, enfin sur le covoiturage. Hein, c'est toujours, enfin, on peut inventer des solutions, on ne change pas la nature humaine. Hein, bon. Je reviens vers vous, Annabelle Ferry, peut-être un mot sur le fait que, alors vous avez peut-être envie de rebondir sur ce qui a été dit, et puis peut-être un mot sur le fait que l'innovation intervienne à toutes les étapes du projet, depuis le diagnostic, la conception jusqu'à l'exploitation. Oui, j'ai envie de rebondir sur beaucoup de choses, effectivement. Tant mieux. En tout cas, tout ce que disait Nicolas Portier, voilà, me fait dire surtout qu'en fait, il faut de la souplesse, de l'adaptabilité, de l'interopérabilité entre l'ensemble des systèmes de transport. Et on voit là, justement, on parlait aussi logement, immobilier, emploi, ça bouge et il faut que ça puisse bouger. Et en fait, des mobilités souples
dans leur système, dans leur gouvernance, dans leur mode de financement, dans leur aussi capacité, grâce au numérique, à pouvoir en temps réel ou sur des temps longs complètement s'adapter aux besoins, c'est la garantie, on va dire en termes d'aménagement du territoire, de pouvoir faire tout fonctionner au mieux. Et ça, je pense que c'est bien pour l'économie, c'est bien pour le lien social, c'est bien pour les services. Voilà, dans notre contexte aussi démographique, c'est important. Donc il faut que les mobilités soient le levier justement qui ne fiche pas justement l'avenir des territoires et de notre développement. Et donc c'est très concret aussi à ce niveau-là, et ça veut dire justement dans toutes les phases en fait de conception d'un projet de mobilité, quelle que soit l'échelle de territoire, je le rappelle, c'est déjà dans sa phase de définition du besoin. Avant d'investir dans un projet mobilité, c'est bien définir le besoin. Et c'est vrai que le numérique aujourd'hui et les innovations dans la manière de récolter les données nous y aident, que ce soit dans la connaissance des besoins, que ce soit dans les usages réels. On n'est plus sur des hypothèses qu'on formulait auparavant ou simplement des enquêtes qui sont toujours pour le coup très importantes. Mais en tout cas, on peut plus facilement poser les jalons de la définition de besoin pour ensuite pouvoir travailler à faire des simulations, des modélisations avec des SIG, des jumeaux numériques, grâce à l'IA, mais bien sûr aussi grâce à la concertation, pour pouvoir justement définir, on va dire dans le projet de mobilité, tiens, si on rouvre telle petite ligne ferroviaire, à quel endroit il faut faire des dessertes, est-ce qu'il y a des modes de rabattement, est-ce qu'il y a un vrai besoin, est-ce que demain, si l'entreprise ferme à tel endroit, qu'est-ce qu'on fait? On avait investi, mais voilà. Donc c'est aussi une manière d'orienter justement les choix de mobilité et les services finalement qui vont être offerts, quelle que soit leur forme, et notamment aussi sur les, j'en parlais pas beaucoup là, mais aussi bien sûr sur les mobilités actives. Elles ont évidemment toute leur place et davantage. Donc vraiment les innovations nous aident là-dessus, et puis elles nous aident bien sûr aussi, elles aident tout le monde dans l'exploitation et le pilotage. Là pour le coup dans une gestion en temps réel, que ce soit sur des voies réservées, des voies de covoiturage, pour pouvoir justement limiter les pollutions sur les voies rapides, mais en même temps réguler l'usage et puis influencer bien sûr aussi l'usager dans ses choix, c'est ça aussi qui est important, et avoir aussi, ça c'est une autre innovation, une tarification qui soit adaptée. C'est l'exemple du covoiturage dans les voies réservées est assez simple. On peut avoir justement des incitations financières dans un sens ou dans l'autre, dans la manière justement de se déplacer. Donc le bonus-malus dans la manière de bouger est aussi une forme de régulation. Donc toutes ces innovations permettent de réguler justement la demande, et tout ça dans une idée bien sûr de sobriété énergétique et également en termes de pollution. En fait, finalement, quand on met tout ça bout à bout, on peut, je pense, construire des politiques de mobilité qui soient à la fois multimodales et sobres, etc. Mais ça revient au sujet de l'échelle justement de gouvernance. Et c'est sûr que bien sûr, le bassin de vie et la réalité territoriale d'application de la mobilité, on n'y est pas encore complètement dans la gouvernance, mais se mettre de plus en plus en place des comités de partenaires, etc. Mais je pense que l'innovation suivante, elle est vraiment sur la gouvernance entre public, privé et acteurs en fait des transports. Et rien ne remplacera finalement les innovations technologiques que le dialogue, la concertation, et puis bien sûr aussi la vision politique derrière. Au sens large, tout à fait. Alors, Fanny Arave, j'avais prévu de vous relancer sur des innovations technologiques en termes de paiement, l'open paiement, tarification dynamique, nouveaux modes de paiement, mais vous avez peut-être envie de dire autre chose. Oui, mais ça rejoint. Oui, on a à disposition des outils qui peuvent être formidables, mais il faut garder en tête qu'on a quand même, je vois par rapport aux différents avis qu'on a pu faire au Conseil économique et environnemental, notamment sur l'IA et autres, il y a quand même, quels que soient les éléments qu'on prenne, d'ailleurs que ce soit sur l'éducation, etc., on a toujours deux notions, deux axes d'alerte qui viennent systématiquement, qui sont attention à la polarisation des publics. Et là aussi dans les transports, ceux qui peuvent télétravailler, ceux qui ne peuvent pas télétravailler, ceux qui peuvent avoir le choix de leur lieu d'habitation, qui circulent un petit peu moins. On a cette problématique de polarisation et on a la problématique de fragmentation. Cette fragmentation, là, on l'a socialement, mais on l'a aussi par le numérique. Et on l'a le numérique par différents éléments. Alors, non seulement l'illettrisme, mais ça c'est de l'électronisme, mais c'est pas tellement ça. C'est que la tendance, et c'est très séduisant, c'est d'avoir un produit qui vous soit spécifiquement correspondant.
souvent ça veut dire quoi aussi du collectif? Ça veut dire quoi de la péréquation? On l'a vu, je vais prendre un tout autre secteur que le transport, je vais prendre le secteur des assurances. Il y a commencé à y avoir des startups sur les problématiques assurantielles, etc., qui font des petits produits sur mesure. Superbe. Ils ne vont pas assurer tout le monde. Donc, donc comment on met la frontière en quelque chose qui effectivement nous soit adapté, nous soit propre, mais qui soit quand même, qui prenne place dans une vision collective. Voilà, donc c'est des choses qu'effectivement que l'on a en tête et qu'il faut avoir. Alors après, plus pragmatiquement, dans les questions effectivement de gestion du numérique, des données, on fait des prévisions de trafic grâce au mobile, etc. Souvent, on remplace la finesse par la masse. C'est très bien, ça permet d'avoir des robustesses, mais parfois, il manque un peu de précision. Donc, il y a vraiment des complémentarités à faire. Et surtout, il y a quand même des notions de droit. C'est-à-dire que ça ne doit pas supplanter les choix politiques. C'est-à-dire qu'un choix d'outils informatiques ne doit pas définir une politique de transport, quoi, pour la faire un peu brève. Mais ça ne doit pas supplanter le choix politique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Mais également, et de dépossession d'acteurs aussi. Alors forcément, l'exemple extrême, c'est Booking pour les hôtels. Mais bon, on peut avoir des intermédiations qui peuvent fragiliser le lien entre les différents acteurs et la responsabilité. Ensuite, les affaires de droit. Bon, bien sûr, le droit des affaires, ça va poser quelques difficultés, mais ça va toujours se régler. Le droit de répartition financière, la responsabilité du voyage, le droit de détention des informations. Donc, il y a des notions qui sont quand même assez importantes, parce qu'à travers quelque chose qui peut paraître très normatif, etc., c'est vraiment des questions de qui est responsable de quoi, in fine. Voilà, donc on rejoint un peu le premier point du choix politique. Donc voilà, donc il y a, mais bien sûr, que des plateformes, on a tous en tête les systèmes suisses ou allemands, où on peut avoir un truc de bout en bout, c'est une facilité d'usage qui est extraordinaire, qui peut améliorer. On peut effectivement intégrer différents, en plus en termes de tarification voyageurs, je pense qu'il y a des choses à faire effectivement un peu fin, avec limite que j'ai énoncé, genre de faire attention à l'hyper-segmentation. Mais il y a des choses quand même que l'on peut faire qui permettent d'avoir la fameuse transition juste et d'avoir des tarifications de justice sociale quand même importantes. Mais voilà, donc il y a des choses assez importantes et assez intéressantes à faire, mais au nom de quoi on le fait et pourquoi on le fait, ça reste toujours quand même un petit peu l'alpha et l'oméga. Une question très importante. Alors, il nous reste quelques minutes pour prendre éventuellement une ou deux questions dans le public. Y en a-t-il? Une question au milieu. Alors, relevez la main parce que je pense que la jeune fille ne vous voit pas. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Jean-Damien Poncet, le directeur du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre. Mais en fait, la question que je vais poser, c'est même pas d'ailleurs tout à fait une question, elle n'est pas strictement dans le scope du BEATT, c'est la suivante. Je n'ai pas entendu depuis ce matin, mais ce n'est pas un reproche, hein, ça pourrait venir encore ailleurs et demain, les termes robotaxi. Robotaxi. Et il m'est arrivé d'en parler à différentes personnes dont je pensais qu'elles seraient sensibles à la question de savoir comment vont arriver les robotaxis et surtout ce qu'on va en faire. Et je m'aperçois que on me répond « Oh oui, mais c'est pas pour tout de suite », sauf que ça roule déjà dans pas mal de continents et que ça arrive en Europe dès cette année. Donc si, c'est pour tout de suite. Ou bien « Oh, il y a des questions d'assurance, etc. » Non, il n'y a pas de questions d'assurance. Et s'il y a des questions d'assurance, les assureurs vont bien se charger de les résoudre. Quant aux questions de sécurité, la réglementation, elle est à peu près en place. Et si elle ne l'est pas, elle le sera très rapidement. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire des robotaxis ? On a entendu dire dans des tables rondes aujourd'hui que ce qui est important, c'est la gestion de l'espace. On a entendu parler du César qui dit que rouler en vélo, c'est très très bien, mais ça a des coûts, notamment liés au coût des accidents, pour la collectivité, qui sont incomparablement plus élevés que l'automobile. Et le César lui-même promeut un type de véhicule adapté à certains types de déplacements. On a entendu parler de places disponibles. Donc la question est de savoir si on fait rouler des véhicules, des robotaxis de 2 tonnes avec 5 places, dont 4 restent vides, ou si on fait rouler autre chose. Et la question est de savoir si le robotaxi remplace le vélo, ou s'il concurrence les transports en commun. Enfin bref, que va-t-on faire des robotaxis ? Alors on peut ne rien faire et attendre que Uber arrive,
et simplement remplace ces conducteurs par des robots, enfin ces taxis avec chauffeurs par des robots-taxis, élabore sa propre politique commerciale avec des sciences en la matière, comme la SNCF sait déjà le faire, ça a été cité, met en place une application qui sera encore plus performante que celle d'aujourd'hui, puisqu'on l'a dit, l'application qui permet de rendre la chose simple pour l'utilisateur, au fond, c'est presque le principal, même avant le vecteur ou le véhicule lui-même. Donc, on peut attendre que Uber s'en occupe. Mais que veut-on faire de l'espace dans la ville? Et ça, c'est un sujet. Vous avez tous abordé plus ou moins ces sujets-là. Il n'y a pas de... Je veux dire, je ne suis pas en train de mettre en question la qualité qui est incontestable des propos que vous venez de tenir et qui seront tenus plus généralement dans ce congrès. Mais voilà, écoutez, je ne suis pas venu ici pour faire le malin en disant « je suis le premier à l'avoir dit ». J'aurais bien aimé que ce soit dit. Mais au moins, l'année prochaine, il faut qu'il y ait une ou plusieurs tables rondes sur le robot-taxi. Parce qu'il arrive. Merci d'attirer effectivement notre regard sur cet angle mort, oserais-je le dire, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que vous avez peut-être une vision là-dessus ou pas particulièrement? Oui. Alors Nicolas Portier, on va lui... La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils écouteront RMC, les grandes gueules, le robot-taxi? Non, je plaisante. Non, mais à Rennes, à Rennes, sur le campus, vous avez déjà des possibilités sur des zones sécurisées, fermées. Je pense qu'on va déjà le déployer. Je ne vois pas comment on va éviter, et je suis désolé, parce que j'avais prévu d'en dire un mot, sans être dans le futurisme, parce que c'est déjà là. Bon, après, on connaît les questions assurantielles, etc., mais qui commencent à progresser. Et puis sur des axes réservés, balisés, où il n'y aura pas les mêmes risques, il y a déjà des choses qu'on peut faire. Moi, j'ai un vrai sujet, parce que je me suis beaucoup occupé de ça dans le passé, des dessertes. Par exemple, on avait un problème, par exemple, dans les agglomérations, de discussion, qui paye le transport? Bon, on paye très peu par son billet, comme vous le savez. Il y a l'impôt général, le concours du budget de la collectivité, mais il y a aussi beaucoup les entreprises, à travers le versement mobilité. On est en train de mettre un versement mobilité régional qui fait rager, qui ne va pas rapporter beaucoup d'ailleurs, et qui enrage beaucoup les chefs d'entreprise. Mais en même temps, à juste titre, et notamment pour en avoir à une époque parlé avec Patrick Martin, donc, qui est devenu maintenant président du MEDEF, mais qui se souciait beaucoup de fiscalité, qui était très hostile à ce versement mobilité, il disait, comme beaucoup de ses ressortissants, on paye, mais les solutions de transport pour nos salariés sur les zones d'activité, c'est nul. Donc on commence à voir des petites navettes, solutions légères, pourquoi pas en navette sans chauffeur. Comme même qu'il y a aujourd'hui des métros sans chauffeur. Donc sur des axes très sécurisés, je pense que ça va se déployer assez vite, sur des gros pôles d'emploi. Voilà, Dijon réfléchit en ce moment à son grand problème universitaire, CHU, etc. On peut tout à fait avoir des grands campus très très grands. J'étais à Bordeaux aussi l'autre jour. Vous pourriez avoir vraiment des solutions de mobilité très légères qui soient autonomes. Véhicules autonomes, je pense qu'il va d'ailleurs se déployer par là. Après, sur la révolution sur rue, etc., je pense qu'on a des sujets juridiques, en Europe en tout cas réglementaires, qui vont mettre un peu de temps. Mais après, votre réflexion sur Uber m'amène aussi à dire quelle est l'ubérisation des transports du numérique. J'ai vécu quand même les sujets, donc j'en ai parlé tout à l'heure, sur le free floating. On a eu aussi des sujets sur le libre service, etc., sur les vélos. Etc. Bon, je crois qu'il faut arriver quand même à avoir une autorité organisatrice qui émane de la cité, de la communauté politique. Ça ne veut pas dire que ça doit être public forcément. On a l'expérience de la délégation de service public. On peut avoir plusieurs opérateurs, même sur les trottinettes, sur tout ce qui est en location libre accès. Je ne parle pas en possession personnelle d'une trottinette, mais en revanche qu'on ne vienne pas, comment je dirais, préempter les actifs urbains, les infrastructures, viennent prendre sa marge, l'expatrier via l'Irlande pour aller dans les paradis fiscaux, comme ça. Voilà. Donc il faut quand même que sur ces enjeux, dans le dialogue avec les plateformes, y compris sur le covoiturage urbain, qui commence qu'à un cas à se dévoiler, qui est quand même une responsabilité importante, un droit de regard des autorités organisatrices qui, je le rappelle, agissent en notre nom collectif. C'est la communauté politique qui délègue à des représentants le soin d'organiser des règles du jeu, et ça me semble très très important. Voilà. Donc j'avais juste un petit sujet qui me m'est cher aussi, parce que Mme Marat avait parlé de l'assurance. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans la segmentation des marchés assurantiels,
tout ce qui a été dit, en effet, dans un rapport que j'ai fait sur les coûts de la transition, mais aussi les économies qu'on peut faire avec les transitions, parce qu'il y a de la dette grise dans les infrastructures. Le numérique permet en effet d'être plus prédictif, d'optimiser, etc. Si on ne le fait pas, les coûts assurantiels vont être énormes. Donc on va être poussé, parce que beaucoup de choses vont être mutualisées par la mutualisation, enfin la péréquation assurantielle, avec des risques de segmentation des marchés. Je le vois dans l'eau, déjà, dans beaucoup de domaines. Les actifs, le retrait-gonflement des argiles dans les bâtiments, etc. Si on n'agit pas en amont, ça va coûter beaucoup plus cher après. Donc on a quand même de plus en plus une attention à ces sujets, à l'adaptation au changement climatique, résilience des infrastructures, numérique, transport, etc. Et c'est vrai qu'il va falloir être très attentif à éviter cette segmentation. Pour les collectivités, il y en a de plus en plus qui sont dans des déserts assurantiels, qui n'ont plus personne qui répond à leurs appels d'offres. Donc le Parlement est saisi là-dessus. On a des vrais sujets de l'équilibre à trouver entre le principe de base de l'assurance et de la couverture de toutes et tous, quoi. En tout cas, merci pour l'évocation de ce sujet. Y a-t-il une dernière question? Est-ce qu'on est pris par le temps, malheureusement? Oui, monsieur. Ah, c'est une remarque. Une réponse à monsieur, donc je ne connais pas du BATT. Alors, si je me souviens bien, donc Martial Chevreuil, ancien président, on se connaît. Simplement pour souligner, vous êtes adhérent de Mobile Impulse. Il y a un groupe de travail sur le véhicule autonome qui va redémarrer, qui a eu lieu. Voilà, donc vous serez bienvenus à ce groupe de travail. Merci. Non, mais en tout cas, un vrai sujet, puis vous avez raison. Certes, on a finalement balayé pas mal d'enjeux au-delà des innovations purement technologiques, mais il faut veiller à ne pas se faire distancer justement par ces innovations technologiques qui arrivent évidemment très très vite. Un grand merci à nos 3 intervenants. Je crois qu'on peut les applaudir. Voilà. Sujet très riche. On a essayé de balayer comme on pouvait. C'est Pause Café, reprise dans 10 minutes. Black hole sun, won't you come wash away